De très graves accusations. Bonjour Pascal Drouot. Bonjour. Vous êtes expert en géopolitique, chercheur et président de l'association France-Amérique latine, également auteur de FARC, Confession d'un guerriero aux éditions Choiseul. Déjà qu'on comprenne bien un peu cette affaire précisément. On nous dit qu'on a aussi saisi 400 fusils, que ces personnes voulaient s'en prendre directement, vous l'avez entendu, à Nicolas Maduro. Est-ce que ces accusations sont crédibles? Parce que les Américains, eux, réfutent en bloc. Je pense que le Venezuela, aujourd'hui, c'est un pays où le coup de force permanent est établi. Un régime dirigé par Nicolas Maduro dirige ce pays qui n'est pas n'importe quel pays en Amérique latine. Le Venezuela, c'est un pays qui compte les plus importantes réserves de pétrole au monde. C'est un pays qui fait la jonction entre la Colombie, vous savez, la relation entre le Venezuela et la Colombie, c'est la France et l'Allemagne, avec le Brésil et évidemment avec les Caraïbes et au-delà des Caraïbes, en lien avec les États-Unis. Depuis le début des années 2000, c'est un pays qui s'est engagé dans une nouvelle expérience politique avec Hugo Chavez, Nicolas Maduro, depuis la mort d'Hugo Chavez en 2013. Un projet alternatif qui mêle à la fois une vision altermondialiste du monde et cette volonté de devenir un leader d'une nouvelle gauche, d'une nouvelle vision, en tout cas d'une approche qui, au fil des années, s'est transformée en une approche anti-Occident. Et ce que nous vivons aujourd'hui au Venezuela, c'est un temps très fort des relations internationales. Pourquoi? Parce que le Venezuela, qui s'est placé tout au long de ces dernières années sous le parapluie russe et iranien, il y a tout de même une ligne aérienne entre Caracas et Téhéran, s'inscrit évidemment dans une volonté de remettre en question le système international né de la Seconde Guerre mondiale, une dénonciation bien évidemment non seulement de la gouvernance, donc de l'ONU notamment, mais également des instruments économiques et financiers. Oui, mais est-ce à dire que justement le Venezuela est devenu un ennemi des États-Unis et qu'aujourd'hui les États-Unis auraient voulu peut-être s'en prendre à Maduro? Est-ce que ces accusations vous semblent fondées? Alors, moi, je pense que tout ça, c'est une argumentation politique du régime, à la fois pour se victimiser, tout en légitimant son action qui, quelques semaines après les élections présidentielles, n'est qu'un coup de force, un passage brutal. Il y a quand même eu des morts à la fin du mois de juillet dans les manifestations qui ont envahi les principales villes du pays. Et donc c'est un passage véritablement en force après ce vol des élections, puisque aujourd'hui c'est démontré, les élections ont été gagnées par l'opposant, Edmundo González Urrutia, qui depuis cette semaine, est réfugié en Espagne. Oui. Pedro Sanchez l'a accueilli d'ailleurs à la Moncloa, l'institution du gouvernement espagnol. Et donc on voit bien que Nicolas Maduro, il consolide, il cristallise son régime, son assise sur ce pays-là, en ne tenant évidemment pas compte de l'opinion. Plus de 60% des suffrages avaient été emportés par Edmundo Urrutia. Mais voilà, il cristallise un régime qui s'inscrit dans une vision très claire à la fois du Venezuela en Amérique latine et dans une approche internationale où le Venezuela, et votre titre le montre parfaitement, pourrait être la nouvelle tête de pont de ceux qui dénoncent l'Occident. Alors justement, cette bataille contre l'Occident qu'on a un peu entrepris au Venezuela, elle se voit aussi dans les déclarations qu'on a fait concernant cette attaque. En fait, c'est un point d'entrée, si j'ose dire. Cette attaque présumée, qu'on attribue aux États-Unis notamment, on nous dit aussi ça du côté du ministère de l'Intérieur du Venezuela. On nous dit ils ont contacté des mercenaires français. Je dis bien français, ils ont contacté des mercenaires d'Europe, de l'Est, et ils sont en train de mener une opération pour tenter d'attaquer notre pays. C'est-à-dire qu'en fait, là, on voit en effet la rhétorique qui est exactement la même que celle de la Russie, c'est-à-dire, regardez, l'Occident dans son ensemble est en train de nous attaquer, chaque nation s'y met de façon à essayer de nous faire du mal. Oui, tout à fait. Essaie de nous faire du mal et nous-mêmes, nous ne sommes que victimes d'un Occident dont nous devons nous prémunir et nous défendre. Et c'est là où maintenant Nicolas Maduro, d'abord sur le plan institutionnel,
il contrôle toutes les institutions, et donc c'est un Y compris l'armée. régime, y compris l'armée, qui est totalement engagée dans le tissu économique du Venezuela. Il faut quand même pas l'oublier. Donc Nicolás Maduro, désormais, une fois qu'il a cristallisé son assise depuis des élections qui sont totalement dénoncées sur la scène internationale. Il n'y a justement que la Russie et l'Iran notamment qui se sont félicités de la victoire annoncée par le Conseil électoral C'est pas un hasard. Nicolás Maduro. Il n'y a pas de hasard. Mais en effet, il faut bien mesurer que le Venezuela est le révélateur de ce nouveau clivage en Amérique latine. L'Amérique latine est un continent, et ne le voyons pas seulement avec nos yeux européens. C'est un continent clé qui s'inscrit entre le Pacifique. La Chine est devenue un des acteurs économiques et commerciaux les plus importants du continent. J'allais vous le demander justement, parce que la Chine a un rôle en effet. La Russie aussi, elle a déjà des liens étroits avec Oui. le Venezuela. Alors, il y a en effet deux approches. Tout d'abord, la Chine, ces 20 dernières années, est vraiment devenue le partenaire commercial des principaux pays latino-américains. Il y a eu l'Afrique, il y a l'Amérique latine. C'est le premier client, le premier partenaire commercial du Brésil. Le Brésil, c'est la première économie d'Amérique latine. La Chine s'est investie sur le continent dans les grands travaux, dans les infrastructures, au Panama, au Mexique, en Colombie, sur le projet de mobilité, le métro, le dernier grand métro hors Chine au monde, d'une ville de plus de 10 millions d'habitants. La dernière qui est cette caractéristique, c'est Kinshasa. Donc la Chine a investi l'énergie des secteurs clés et est devenue incontournable sur le plan économique. La Russie a une histoire avec l'Amérique latine contemporaine. La Russie a une approche politique, géopolitique, stratégique. Nous nous rappelons tous de la crise des missiles en octobre 62 avec Cuba et ce bras de fer dans un rapport Est-Ouest entre les États-Unis, John Kennedy, et l'URSS. Et cet accord sur démantelant les missiles qui étaient déjà en train d'être installés à Cuba. Tout ça a été un accélérateur d'ailleurs de la signature du traité de non-prolifération le nucléaire spécifique à l'Amérique latine, le traité de Tlatelolco. Et donc Nicolás Maduro, lui, il s'inscrit dans cette logique du clivage entre, et c'est un terme que vous utilisez à juste titre, le Sud global. Un Sud global diversifié, gradué, où le Venezuela est la tête de pont des leaders stratégiques, géopolitiques de ce Sud global. Je pense en effet à la Russie, qui a cette approche stratégique. Pourquoi je dis cela? Parce que la Russie a maintenu ses liens avec certains pays d'Amérique latine, le Venezuela, avec le Nicaragua en Amérique centrale, qui est le pays hermétique centra-américain, mais totalement sous le parapluie russe, Cuba évidemment, et d'autres pays, notamment la Bolivie. Mais avec en effet cette approche qui vise à prendre à revers les États-Unis. C'est-à-dire que nous sommes en train en ce moment de revivre la même logique que durant l'époque bipolaire Est-Ouest. Est-ce qu'on sait si justement Nicolás Maduro et Vladimir Poutine se parlent? Ils ont des relations de quelle nature? Est-ce que l'un admire l'autre par exemple? Est-ce que l'un peut servir à l'autre? Oui. Alors non seulement ils se parlent, mais s'ils ne se voient pas, on va voir au prochain sommet des BRICS qui a lieu à la fin du mois d'octobre en Russie. Mais en tout cas, Sergueï Lavrov, lui, il vient à Caracas. Il est venu 2 fois cette dernière année en allant à la fois au Brésil, Brasilia. Il s'est rendu à Caracas parce qu'il y a des accords, et notamment des accords en termes de renseignement, technologique, d'armement, le Nicaragua, Managua et Cuba. Donc, bien sûr qu'il y a cette alliance, il y a un dialogue permanent et je dirais un ajustement. Et l'offensive de Nicolás Maduro actuellement, elle ne s'inscrit pas dans un temps anodin. Nous sommes à 2 mois de l'élection présidentielle américaine. Et nous verrons ce qu'il en est. En tout cas, le prochain président prendra ses fonctions au mois de janvier 2025. Ou la prochaine présidente, bien évidemment. 1. 2. Il y a le prochain sommet des BRICS élargi
depuis le début de l'année. BRICS, si jamais nos téléspectateurs n'ont pas suivi, je rappelle, BRICS, c'est bien sûr ce regroupement de pays avec donc bien entendu Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Donc BRICS, l'acronyme est là, rejoint ensuite par l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Voilà, je le reprécise. Absolument, et l'Arabie saoudite. Le Venezuela, et je pense que c'est ce qui va être annoncé au prochain sommet, voudrait faire partie des BRICS. Et c'est bien là cette menace, parce que Nicolás Maduro a cette approche stratégique de défense. Il veut être en fait, peut-être pas le nouveau Poutine latino-américain, mais le nouveau Cuba latino-américain. Et bien évidemment, en ayant assis ce pouvoir, en ayant créé des sources de financement alternatifs, en étant une plaque tournante, non seulement au niveau du commerce, mais de certains trafics. Le narcotrafic est une réalité dans cette région. En étant un pays qui a été un pays de migrants. En 2018, ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, c'est un bis repetita de la crise qu'il y a eu déjà en 2018, lors de la seconde élection de Nicolás Maduro. Ce sont plus de 4 millions sur 30 de Vénézuéliens qui ont quitté le pays. 3 millions sont en Colombie. Donc vous imaginez comment l'économie a pu être déstabilisée, parce qu'il faut pouvoir accueillir et intégrer, pour le coup. D'autres sont partis vers le sud, notamment le Chili, le Pérou, et c'est très intéressant pour le Chili, puisque le Chili est aussi dirigé par un homme issu de la gauche, Gabriel Boric, qui aujourd'hui est totalement en opposition avec ce que fait Nicolás Maduro, et évidemment des migrants vers le nord, les États-Unis. Alors puisqu'on parle des BRICS justement, alors on l'a dit, c'était à la base 5 pays, ça en est devenu beaucoup plus aujourd'hui, 11 je crois, et encore il y a d'autres candidats à l'entrée, c'est ce que nous a dit encore hier Vladimir Poutine. Nous ne pouvons pas ignorer l'intérêt croissant de nombreux pays pour les BRICS. Aujourd'hui, plus de 30 pays, plus précisément 34, ont exprimé le souhait de rejoindre notre union sous une forme ou une autre. Par conséquent, une discussion active a été entamée entre tous les participants des BRICS concernant les modalités d'une nouvelle catégorie d'États partenaires. Aujourd'hui, est-ce que si le Venezuela rejoint les BRICS, il devient plus fort, justement, il veut se montrer comme un mastodonte de l'Amérique latine, ou est-ce qu'au contraire, dans cette association, il peut se diluer parce qu'il devient un membre parmi tant d'autres? Il devient surtout protégé. Par la Russie, justement, et la Chine. La Russie et la Chine, qui est très présente là aussi au Venezuela. D'ailleurs, je rappelle qu'au Venezuela, la France a eu une présence très forte, notamment avec le métro de Caracas et avec de la partie énergétique. Qu'est-ce qu'il en reste de ça, justement, aujourd'hui? Le problème, c'est que le Venezuela ne paie pas, a des retards de paiement extrêmement importants auprès de certains de ses partenaires économiques, dont l'Europe et dont la France. Et donc, bien évidemment, ça complique grandement les relations économiques. Mais Nicolás Maduro, aujourd'hui, après le hold-up électoral qui a été réalisé, il essaie d'être protégé, de se mettre sous le parapluie. Et le parapluie, c'est évidemment, dans ces relations internationales totalement tendues, c'est évidemment la Russie, doublée d'une présence économique très forte chinoise. En 2022, vous savez, l'ancien président argentin, Alberto Fernandez, qui a vu son successeur marquer une rupture très claire, Javier Milei, depuis un an. Alberto Fernandez, à quelques jours de l'attaque russe en Ukraine, avait déclaré à Moscou, lors d'une visite officielle, qu'il souhaitait que l'Argentine soit la porte d'entrée, je cite au mot près, la porte d'entrée de la Russie en Amérique latine. C'est très clair. C'était très clair. Il est parti parce que l'Argentine a connu des alternances et qu'elles sont respectées, ces alternances. Donc cette place, elle reste à prendre. Lula, au Brésil, a essayé de devenir un leader à l'apparence soft. Lula, c'est la protection de l'Amazonie. C'est un partenaire que nous connaissons depuis longtemps. D'ailleurs, la France a un partenariat stratégique avec le Brésil depuis 20 ans, depuis la présidence de Nicolas Sarkozy. Et on a vu la force de ce partenariat, puisque la France livre des sous-marins conventionnels au Brésil. Et l'un des derniers de ce programme ProSub a été délivré il y a quelques mois. Lula a essayé d'être ce leader. Mais Lula, il est pris dans la diversité de ce continent. Parce que pour bien saisir les enjeux
internationaux de l'Amérique latine, il faut comprendre que le continent est divers, 33 pays avec les Caraïbes, sur une superficie de près de 23 millions de kilomètres carrés. Justement, puisqu'on en est à comparer le Venezuela avec la Russie, il y a eu cette élection présidentielle qui s'est déroulée un peu comme en Russie. C'est-à-dire qu'en fait, on maintient un semblant d'élection démocratique et en fait, les résultats ensuite sont manipulés exactement comme on le veut. C'est ce qui a permis à Nicolas Maduro de rester au pouvoir malgré la contestation. Contestation qu'on a vue dans la rue, notamment dans la capitale, Caracas, ailleurs dans le pays. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui de cette contestation? Est-ce qu'elle est toujours vive? Alors, elle est toujours là, mais elle court le risque d'être démantelée. Pourquoi? Parce que le candidat, donc Edmundo Urrutia, a dû partir. Sous le coup de menaces, il courait le risque là d'être emprisonné. Bref, il est parti. L'Espagne Est-ce que justement ça a révolté les militants ou est-ce que justement ça les a un petit peu, j'allais dire, découragés en se disant, voilà, de toute façon, rien ne pourra arriver puisque même notre candidat a dû partir? Je crois qu'il y a une part de fatalisme, en effet. Mais pour le coup, la cohésion des soutiens internationaux est extrêmement importante. Pourquoi je dis ça? Parce que Edmundo Urrutia est en Espagne, mais le leader en fait de l'opposition, c'est Maria Corina Machado. Oui. Et Maria Corina Machado, elle reste au Venezuela. Même si elle a été menacée d'emprisonnement, elle aussi. Elle est menacée, sa vie est menacée, mais elle reste au Venezuela. Et ce message extrêmement fort, c'est un message qui est relayé par d'autres personnalités en Amérique latine. Le Venezuela, c'est pas une île, c'est un pays intégré dans un continent, même si politiquement, il s'inscrit dans un camp, dans un bloc, pour en être la tête de pont et pour mieux démanteler la cohésion de son bloc considéré ennemi pro-occidental, on va dire. Ces personnalités, ce sont d'anciens chefs d'État, ce sont des femmes, des hommes qui sont engagés. Je pense notamment à Marta Lucía Ramirez, l'ancienne vice-présidente colombienne, qui mène aujourd'hui ce combat devant la CPI pour dénoncer l'action de Nicolas Maduro. Donc il y a cette action-là, mais en effet, le sursaut doit venir du peuple qui est évidemment cette pression qui peut avoir des conséquences sur le régime. Il faut absolument suivre de près ce que fait l'armée. Tant que l'armée soutiendra Nicolas Maduro, il n'y aura pas de changement dans ce pays. Suivre ce dossier, c'est justement ce qu'on va faire ici sur LCI, notamment grâce à vous, si vous acceptez de revenir. Merci beaucoup en tout cas Pascal Drot d'avoir été notre invité aujourd'hui sur LCI.